Je vais mettre du piment dans votre journée. Si, en vous emmenant pour un tour du monde des épices sans quitter la région. Alors comment? Grâce à une importatrice qui fait venir les plus belles plantes des 5 continents. Grâce à un safranier qui fait pousser le délicat Crocus sativus, la plus chère des épices. Nous ajouterons aussi une pincée d'herbes aromatiques et un soupçon du tout nouveau poivre de cassis. Je serai votre nez et vos papilles pour tout vous faire apprécier. Je voulais voir beaucoup d'épices, là je suis servie, il y en a vraiment une grande variété. C'est ce que vous importez quotidiennement? Alors c'est un échantillon effectivement des produits qu'on va importer. Dans notre gamme aujourd'hui on est à peu près à 132 épices, confondues, moulues, entières, en graines, en feuilles et qui viennent du monde entier. Alors il y en a des très classiques, hein, le poivre. Voilà, le poivre noir. Cependant celui-ci je vous ai sélectionné exprès la Rolls-Royce des poivres, le poivre Sarawak, qui, pour les œnologues du poivre, autant qu'il y a des œnologues pour le vin, vont vraiment classifier ce poivre dans les meilleurs au niveau gustatif. Un poivre très très puissant qu'on peut retrouver à la fois dans les viandes, dans les poissons, dans les légumes et qui a cette force typique, le poivre de Sarawak. Voilà. Alors là par exemple, qu'est-ce que vous recherchez quand vous cherchez une épice? C'est la fraîcheur, c'est la taille, là on a plusieurs vanilles, laquelle est la plus intéressante? Alors tous les sens sont en éveil, effectivement, il y a donc effectivement l'aspect, déjà il faut qu'il y ait de la brillance, il faut qu'il y ait le toucher, il faut que ça soit gras. Une épice, ça doit être gras. Une noix, c'est gras, du poivre, c'est gras, et de la vanille, ça doit être très gras également. C'est un produit qui est organique, qui continue de vivre, et donc tous ces éléments sont très très importants. Il faut en retrouver des nouvelles épices à montrer. Alors, il faut en trouver, il faut innover, il faut aller à la rencontre surtout des populations locales qui ont aussi quelquefois eux leurs traditions, mais qui ne sont pas les nôtres. C'est l'exemple du kombava. Le kombava à Madagascar, c'est une petite feuille que systématiquement on va mettre dans l'eau de la rivière qu'on fait bouillir pour la rendre potable. Ça sent le citron. Ça sent le citron. Donc c'est la feuille d'un citron vert. Et ce citron vert en fait était utilisé et récolté par les industriels pour en faire des parfums, des fragrances, mais les feuilles, elles, étaient utilisées uniquement par les locaux. Donc voilà, c'est une petite feuille assez révolutionnaire. On a ramené ça en petit échantillon, donc 50 kilos, que j'ai fait tester autour de moi. Et effectivement, alors la population antillaise présente en France ou en Europe me dit, mais oui, le kombava, mais on arrive à en avoir quelques fois quand on va à Paris, dans les quartiers chinois, on arrive, mais vraiment quand on a de la chance, à en avoir sous forme de poudre et congelé. Alors quand on amène un produit sec, entier, c'est le bonheur. On ramène finalement dans l'assiette du voyage. Et là, vous vous dites, il y a un filon. Il y avait une petite faille parce qu'il n'y avait pas de demande, donc il faut créer la demande en invitant à découvrir des nouvelles saveurs. Alors vous dites, on se rend sur place, vous allez tout le temps au contact vraiment des producteurs. Et ça, c'est important dans la démarche. C'est pas n'importe quel producteur avec lequel vous allez. Alors non, c'est vraiment des tout petits producteurs. Alors ça dépend des pays. Il y a des pays comme à Madagascar où l'Union à travailler en coopérative est en voie de développement. Or, il y a des pays effectivement comme l'Inde qui n'ont attendu personne. Ça fait déjà plusieurs années, plusieurs centaines d'années que le marché des épices est établi. Donc là, il y a des coopératives qui s'installent. Ce qui est important par contre, c'est que même dans ces pays-là, s'installe la notion du bio et de l'équitable. Donc qui prend ses marques, qui prend de plus en plus ses marques et qui a tendance à se démocratiser. Moi, par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est que je le vois par rapport à l'importation, c'est qu'au moment d'importer, la démocratisation n'est encore pas là, ce qui fait qu'aujourd'hui, volontairement, je n'ai pas d'agrément pour le biologique et l'équitable, mais la volonté derrière. Et ça s'en ressent dans les épices. Je préfère mettre de la qualité et acheter 3 fois plus cher que le cours mondial mes épices,
qu'on me réserve les meilleurs lots, qu'on respecte les saisons aussi, c'est très important, qu'on fasse énormément d'importations maritimes et pas aériennes. C'est-à-dire qu'un chef, même s'il me dit il me faut absolument dans 3 mois tel et tel produit, si la saison n'est pas là, je préfère dire non. On décale sur la carte, il faut travailler ensemble, réfléchir à d'autres alternatives. Il y a plus de 140 épices dans le monde, donc on peut trouver des alternatives de goût. Il faut respecter tout ça. C'est toute une chaîne, ce n'est pas qu'un label. C'est bien, c'est en train de se mettre en route, mais il faudrait davantage que ça se démocratise. Bon, et rapidement, on a quoi d'autre là, à peu près? Alors là vous êtes sur la cardamome verte. Ici, les copeaux de citronnelle de Madagascar. Toujours Madagascar. Ah oui, ça revient à chaque fois. Donc ici, c'est une présentation qui nous permet d'avoir un mix de plein d'épices. On retrouve ici la baie rose, le coriandre, le thym, le romarin. Ici, un piment de Cayenne. Donc là, il ne faut pas le goûter. Hein. Non, il y a des choses. Pas. Et alors, curry, curcuma. Alors, le curcuma, c'est la base du curry. Et le curcuma n'est pas un mélange d'épices. C'est en fait le résultat. Hop, voilà. En fait, on met en poudre tout simplement les rhizomes de la plante curcuma qui ressemble à cela. Voilà. Le curcuma, c'est une plante magnifique. Donc son rhizome va être mis en poudre. Et c'est une poudre, vous voyez, qui est jaune. D'ailleurs, vous êtes en... On peut teindre des t-shirts avec. Tout à fait. Donc on l'utilise aussi bien pour ses propriétés donc médicinales, antiseptiques. Et donc pour ses qualités gustatives, on appelle ça aussi le safran du pauvre, parce que ça rappelle le goût safrané. Et notamment pour la teinture. Alors pour qui toutes ces épices? Pour qui? Pour des chefs, pour des épiceries fines, pour les particuliers, en direct aussi. Voilà, vraiment un panel de gens très très intéressants et riches, autant du côté des producteurs que des personnes qui cuisinent. Et vous faites des échanges avec eux, vous avez des retours? J'ai des retours et notamment aussi ici un bel exemple, puisqu'on est dans l'épicerie de Brigitte. Brigitte qui est une de mes clientes, fidèle cliente, qui me pose beaucoup de questions, on échange beaucoup entre nous. Alors Brigitte, que viennent chercher vos clients ici? Eh bien, un peu de tout. Des épices qui sont soit traditionnelles, dans la cuisine traditionnelle de chez nous, soit des épices qui sont nettement plus rares et originaux. Donc je vends aussi beaucoup, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, le curcuma est très à la mode, hein, justement à cause de ses vertus et gustatives et médicinales. La stevia aussi est en ce moment très sollicitée. Et puis sinon, régulièrement, j'ai quand même des demandes sur des épices qui sont très très originaux, dont on entend très peu parler. Bon, c'est pas le tout, mais tout ça, ça met en appétit. On va voir comment on s'en sert en cuisine. Hein. Allez, on y va. Alors, ce qu'on s'apprête à faire là, c'est ce que vous faites tous les jours, hein, d'aller démarcher des restaurateurs, leur mettre des nouvelles senteurs sous le nez. Alors oui, effectivement, on se prête au jeu, donc c'est des parties les plus passionnantes d'aller rencontrer les personnes qui vont mettre en valeur nos épices, qui vont les travailler. Donc il y a les boulangers, les charcutiers, les chefs cuisiniers. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas que ça, donc ça me permet aussi moi d'aller à l'extérieur et de rompre un petit peu le travail de conditionnement, puisqu'on fait énormément de conditionnement. Tout ça, où ça? À Saint-Martin-du-Tartre, en plein cœur de Saône-et-Loire. Bonjour. 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 Jean-Paul, cuisinier, on passe sur la table à Cluny. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au menu aujourd'hui? Alors, au menu aujourd'hui, il y avait une petite soupe de potimarron au massis. Le massis, c'est la coque de la muscade. Donc on en met un petit peu dans la cuisson. Et après, on en casse un petit morceau qu'on met dessus. Alors, pourquoi la coque plutôt que la muscade, hein? La coque plutôt que la muscade, histoire de changer, diversifier un petit peu et de faire découvrir des choses un peu différentes. Et ça n'a pas le même parfum que la muscade. C'est assez proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je peux goûter, moi? Est-ce que ça sent dedans après? Fort? Non, pas fort, ça se sent un petit peu. Nous, on utilise beaucoup d'épices, mais le but, c'est de relever les aliments et de relever les produits. On travaille principalement avec des produits bio, qui sont de qualité, et donc qui ont déjà beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Et le but, c'est d'ajouter un petit plus, mais de ne pas couvrir les aliments de base. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît dans les épices de Sandrine? Qu'est-ce que vous recherchez de préférence? Alors, on utilise beaucoup de cumin et de paprika, parce que ça s'utilise dans plein de cuisines. Et après, ce qu'on cherche, c'est un peu des nouveautés, des choses qui nous surprennent aussi. Et
pour essayer, pour tester. Je rebondis sur la nouveauté. Est-ce que vous avez pu tester l'ajoine? Oui. L'ajoine du... Alors, je l'ai testé, j'étais en train. D'accord. Là, j'essayais de faire un petit dessert à base de, on va rester dans les cucurbitacées, de patidou. C'est une courge très douce, plutôt sucrée. Là, que j'ai mis avec un petit peu de fromage de chèvre battu avec de la crème, un peu de sucre. Et j'ai fait un petit caramel à base de miel et d'épices, de l'ajoine justement. J'ai hâte de tremper mon petit doigt. On crée tous les jours avec les épices. C'est génial. Mais moi, j'aime pas trop ça, je ne connais pas. Ici, en Bourgogne du Sud, on fait pousser de la vigne, du cassis, des pommes, mais aussi, qui l'eût cru, la reine des épices, le safran. Et en plus, il est bio. Alors c'est ça une safranière. C'est pas très impressionnant en fait. Ici, j'ai planté 1000 mètres carrés de crocus en 2003. Donc c'est une plantation vraiment au ras du sol. Alors le Donc, c'est- crocus, il est où? Alors, le crocus sont des bulbes qui sont sous terre et qui, en automne, fleurissent Donc là on en a un. pour donner ces délicates fleurs de crocus Et c'est là-dedans qu'on trouve notre... qui renferment en fait un pistil hypertrophié de couleur rouge qui, une fois séparé du reste de la fleur et séché, donne le safran. Il en faut vraiment beaucoup pour avoir un gramme. En fait, il faut environ 240 fleurs pour faire un gramme. Donc les bulbes sont présents, puisqu'on a des pousses Ça ressemble à feuillées. quoi le bulbe? On peut voir. Alors ici, on a une fleur, on va essayer de déterrer cette... voilà. Donc on a un sol assez meuble, hein. Ah oui, On va sortir là. Donc voilà un bulbe, ses racines, c'est et joli. puis on voit le départ de la plante, la tige feuillée et la fleur. Donc en fait, la plante, actuellement, démarre sa végétation. Elle fleurit. Elle va faire sa végétation pendant l'hiver et au printemps, la plante va dégénérer. Le bulbe va donner naissance à une multitude de bulbilles qui grossiront à leur tour et qui entreront en dormance à partir du mois de juin. Et la plante a ce que l'on appelle une végétation inversée. À l'origine, ça vient d'où le crocus sativus? De quel pays? Bord de la Méditerranée, donc les écrits le montrent en Crète, Égypte. On a depuis l'Antiquité, on cultive, l'homme repique des bulbes pour entretenir la culture du safran, puisqu'il n'y a pas production de graines. Ce qui veut dire aussi que l'on a affaire à un clone. C'est-à-dire que les bulbes, qu'ils soient du Maroc, de l'Espagne, d'Italie, de France, d'Iran, sont tous les mêmes. C'est la même plante, exactement la même plante. Ce qui va faire la différence, c'est le terroir, le sol, le climat, et puis également les soins apportés au moment de la récolte. Est-ce qu'on devient riche en plantant du safran ou au contraire avec cette main d'œuvre finalement? Je pense pas que l'on puisse devenir riche en plantant du safran. Par contre, c'est une production intéressante en diversification. Comment vous expliquez alors qu'il y a autant de safranières qui se multiplient sur le territoire français depuis quelques années? Mais, historiquement, en fait, la France était un grand pays producteur de safran. Donc on avait perdu un peu au tournant du XXe siècle. C'est une culture qui avait été pratiquement abandonnée. Donc il est un peu normal que l'on retrouve ce produit phare de notre gastronomie. Puisque au XVIIe siècle, la France était tout de même le premier pays producteur de safran au monde. On exportait du safran, du Gâtinais, vers l'Allemagne, l'Europe du Nord, vers l'Inde. Passons maintenant aux épices vertes qui poussent dans les jardins bien de chez nous. Il y a une petite fée qui s'en occupe, c'est la dame de la Marlière. Je vais la chercher.
c'est la dame de la Marlière. Ah, je suis rassurée, il reste bien quelques petites choses dans votre jardin, Hélène. Quelques-unes. Je suis en train de prendre les toutes dernières. J'ai quand même de la chance parce qu'on n'a pas eu de gelée ces derniers jours. Elles ont pu fleurir, ça me fait trop plaisir. Bon, sinon, c'est vrai qu'on arrive un petit peu limite dans votre jardin Oui, pour les c'est ça. variétés. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un jardin qui s'endort. On va quand même récolter deux, trois petites fleurs. Ça sera toujours ça. Moi, j'aime bien. On a aussi les petites pensées sauvages qui sortent. Ah oui, là. Là, ouais. Ça, c'est bien. Je les récolte aussi. Hein. Je les fais sécher. Ça me fait des bonnes tisanes de printemps. Et puis, ça fait de très, très belles décorations. On n'a plus grand-chose en légumes. Mais quand on fait une petite salade pour ses invités, on a encore des pensées sauvages. Et ça, c'est la classe. Voilà. Vous avez combien de variétés en tout dans le jardin aromatique? C'est bien ça, Oui, aromatique? c'est ça. Aromatique, médicinal. Donc, ça fait une 50aine de variétés, en fait, entre les légumes, puisqu'il y avait une petite zone maraîchère, et puis les fruitiers. Voilà. Et des graines et des Les épices vertes. semences. Oui, les épices vertes, d'ailleurs. Fenouil sauvage, vous connaissez? Je connais le fenouil. Alors, le fenouil, mange. c'est une ombellifère. Hein, c'est un cousin de la carotte, du persil, même d'ailleurs. Foeneculum, c'est son nom latin. Ça veut dire foin. Foin, pourquoi? Parce que quand on fait sécher ses feuilles, je vous montrerai au séchoir, ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à du foin. Et alors, quelle propriété il a, ce fenouil sauvage? Alors ça, c'est carminatif en fait. C'est quand même une plante précieuse en médecine. C'est un carminatif et puis on va l'utiliser sous forme de tisane. C'est-à-dire si vous avez fait un repas un petit peu riche, il va vous aider à passer tout ça sans problème. Désagréable. Voilà. Je vais en garder une poignée alors. Mais alors, le travail en hiver, c'est quand même surtout de travailler tout ce que vous avez récolté. Voilà, les récoltes sont terminées, hein, bien qu'il y ait quelques petites fleurs quelque part, là, des mauves, des guimauves. Mais là maintenant, je suis au mondage, c'est-à-dire que toutes les plantes sont sèches. Je les reprends une par une. J'ai une grande préparation en fait. Donc je vais vous faire découvrir mon travail quotidien. Dans la cabane. Dans la cabane magique. Je vous ai même préparé quelques petites Ah, ça sent très panières. bon. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça sent, mais ça sent beaucoup de choses. Alors voilà, les odeurs sont mélangées. Je voulais vous présenter un petit peu quand même mes plantes préférées en fait. Hein. Vous avez donc la centérée, voilà, qui va vous amener des belles couleurs bleu vives. Là, c'est des les roses, boutons de hein. rose, voilà, oui, les boutons de rose. Et là, c'est une autre rose, hein, la rose trémière. Vous pouvez sentir, hein, elle sent le bonbon en fait, celle-ci. Ici, vous avez donc les camomilles, deux sortes de camomilles romaines, matricaires. Le calendula qui est encore fleuri un petit peu dans le jardin, vous l'avez vu? On l'a vu, oui. Hein, c'était encore bien joli. Le persil, alors le persil, la sauge, la marjolaine, qu'on va retrouver dans mon sel de plantes. Voilà, je voulais vous faire découvrir C'est ça. extraordinaire. Et là, vous allez retrouver un petit peu tous les parfums. Ça sert à quoi, le sel de plante? Alors, le sel de plante, vous allez le mettre un petit peu dans toutes vos préparations culinaires, la soupe, le pot-au-feu, la cuisson des pâtes, du riz, enfin toutes sortes Mais il y a du sel dedans? Pas de sel, c'est magique, j'ai dit. Ah. En fait, ça vous permet de vraiment parfumer votre cuisine sans ajouter de sel. Je pensais en fait aux personnes qui ne pouvaient pas l'utiliser. Et en fait, ça fait recette auprès de tout le monde. Maintenant, les femmes sont habituées à l'utiliser. Donc là, en fait, c'est une épice du jardin, de chez nous, quoi. Voilà, les épices vertes du jardin et que je transforme comme ça en préparation culinaire. Donc il y a quoi dedans? Alors, vous allez retrouver la marjolaine, vous allez retrouver la sauge, le basilic, la livèche, que je vous ai préparée là-bas. La livèche, elle a une très bonne odeur de céleri, de l'oignon, de l'ail, tout plein de bonnes choses. Mais comment on fait sécher tout ça? Parce que là, Oui. elles sont gorgées d'eau, on l'a vu dans le jardin. Oui, donc là, une fois qu'elles sont passées au séchoir, elles n'ont plus que 10% d'humidité en fait. Hein. Et c'est comme ça qu'elles préserveront leurs propriétés médicinales et aussi culinaires en fait. Hein. Mais je voudrais vous montrer un petit peu ce qui se passe là-dedans. C'est le séchoir. Ça, c'est mon séchoir. Là, je fais plein de belles choses. Donc là, ce sont mes dernières cueillettes. Hein. J'avais pu récupérer quelques verveines, un petit peu de fenouil, l'angélique. Et puis, ça, j'aime trop les roses, ça c'est magnifique. Elles sont plus belles que celles que j'ai cueillies tout à l'heure. Je vais donc vous montrer comment je fais en fait. Voilà. On va faire un petit peu de place. Ah oui. Dégageons. Voilà. Donc, le but, c'est de tamiser mes feuilles de plus en plus finement.
On le garde pas en... Non, parce que ça ne sera pas pratique hein, en pour grand la, format. pour la préparation. Alors ça, effectivement, on en met un petit peu partout. Et le but, ça c'est avec moi, c'est sympathique. Voilà. Le but, eh bien, c'est de, Faire des petits morceaux. voilà, de faire des petits morceaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait de la poussière. Donc, je mets un masque parce qu'autrement, c'est très irritant. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est une plante, c'est l'angélique. L'angélique que je voudrais bien transformer en épice verte, en fait. Parce qu'on l'utilise en médecine. Les vieux disaient qu'elle recréait le cœur. En fait, c'est le ginseng poitevin. Et je trouve que c'est vraiment une plante importante, mais au niveau culinaire, elle a une très grande richesse. Et moi, je pense que ça, dans de la volaille, dans du poisson, ça va faire merveille. Je vous inviterai. Oh, j'ai hâte. Bon alors Florent, vous faisiez déjà beaucoup de choses avec votre cassis, le fruit et le bourgeon. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Eh oui, inventer, c'est déjà utilisé depuis longtemps, mais effectivement, on essaie de promouvoir le bourgeon de cassis maintenant dans un usage alimentaire, Qui est? qui est une épice qu'on appelle poivre de cassis, parce que c'est épicé justement, ça ressemblera à un poivre pour cela, et qui peut s'utiliser aussi bien sur des plats sucrés que salés. Les chefs ont énormément d'imagination autour de ce produit. Bon, ça n'a rien à voir avec le poivre, on est d'accord, hein? Non, 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 si ce n'est qu'au XVIe siècle, le cassis s'appelait poivrier d'Espagne. Et c'est ce lien-là qu'on a souhaité garder, c'est pour ça qu'on l'a appelé poivre de cassis. Donc c'est pas le fruit, c'est bien le bourgeon qu'on utilise? C'est le bourgeon, c'est le bourgeon. Alors c'est un peu tôt pour le voir, on le trouvera en fait sous la feuille pour l'instant. Et durant l'hiver, il va être sous cette forme-là. Et c'est ce bourgeon que l'on récolte et que l'on va transformer en épices. Et que vous utilisiez déjà pour Alors il avait différentes choses. déjà plusieurs utilisations, effectivement. Il était utilisé essentiellement en parfumerie, puisque c'est un fixateur de parfum, donc on obtenait un absolu de cassis. On l'utilisait aussi déjà un peu en alimentaire, c'est-à-dire sous forme d'infusion, une macération dans l'alcool. Et là, c'était l'arôme cassis qui était mis en avant. Et la troisième utilisation, c'était au travers des laboratoires homéopathiques qui en obtenaient un macérin qui, lui, a des vertus anti-inflammatoires et anti-rhumatismales. Donc là, cette fois, il est broyé pour en faire l'épice. Oui, le process a été mis au point au sein d'un dossier que nous avons porté avec Vitagora à Dijon, donc le pôle de compétitivité. Et effectivement, il y a une déshydratation, un broyage, un tamisage pour que le produit soit facilement utilisable et surtout d'une bonne conservation pour le cuisinier. Et ça ressemble à quoi? Allez, dégainez. J'ai ça. Ça ressemble à une poudre. Alors on pourrait faire le parallèle avec le poivre, effectivement, ça a la même texture, la même granulométrie. En fait. Ah, sauf que ça sent très fort le cassis. Ah oui, oui, tout à fait, c'est très puissant. Très puissant en arôme, oui. Très Ah là épicé là là, d'ailleurs. déjà, à 50 cm. Voilà. Alors, qui va l'utiliser et dans quelles occasions? Alors les chefs ont beaucoup innové, comme je vous le disais, donc on peut le retrouver soit sur des infusions, sur des fonds de sauce, sur du foie gras. On le retrouve dans certains desserts. Il y a un chef beaunois qui l'utilise en sorbet par exemple. Il fait un sorbet à l'épice et au bourgeon de cassis. On peut le retrouver sur du chocolat blanc, chantilly monté avec un chocolat blanc par exemple. C'est assez exceptionnel. Mais c'est vous qui leur soumettez ça, qui leur avez mis ça sous le nez du ou tout. ils le réclamaient déjà? Alors on leur a mis sous le nez effectivement l'épice. Ils étaient déjà pour plusieurs utilisateurs de bourgeon de cassis. Alors qu'ils n'avaient pas cette texture-là, mais ils utilisaient déjà le bourgeon de cassis. Et puis là, c'est beaucoup plus facile et ça leur laisse libre cours à leur imagination, quoi. Et ça se conserve plus longtemps? Ça se conserve sans aucun problème, comme une épice, comme un poivre que vous pouvez avoir dans votre cuisine. Bon, alors vous allez occuper beaucoup de terre pour faire ce poivre? C'est assez difficile de parler d'objectifs. Non, ça restera de toute façon une diversification au niveau de nos débouchés. Alors le cassis, c'est déjà une petite culture. Ça ne va pas représenter des très très grosses superficies.
Combien à peu près il faut déjà, en plus Alors, de pieds pour faire... pour vous donner une échelle, en fait, sur 1 hectare, donc sur 10 000 mètres carrés, vous avez 20 000 pieds de cassis pour produire du bourgeon, donc 20 000 pieds comme cela. Et sur un pied, vous allez produire environ 2 grammes, entre 1 et 2 grammes d'épices de cassis. Ah, donc il en faut quand même pas mal. Il en faut pas mal pour faire des kilos, mais bon, vous en utilisez comme d'une façon très parcimonieuse dans vos plats. Oui, parce qu'il est très puissant. Hein. C'est puissant, oui. Voilà, je vous avais promis un tour du monde en épices. Retour maintenant chez vous en cuisine. À vous d'innover et de vous régaler. Vous pouvez retrouver toutes ces épices, nos invités, l'émission et quelques recettes sur France3.fr. Bonne dégustation, à très bientôt.